vive sa finitude. Le sujet peut sembler presque paradoxal pour un psychanalyste, la fin de vie. Mais puisque vous pratiquez les thérapies des adultes et des enfants en soins palliatifs, nous pouvons l'aborder. Commençons par les paradoxes. La psychanalyse est destinée à ceux qui se trouvent en quête de soi. Vous utilisez souvent ces métaphores. Notre personnalité est notre caisse d'outils. Autant bien la connaître, pour qu'elle puisse nous servir, à nous et aux autres, toute notre vie. Or, comment appliquer cet usage quand la vie se termine? Merci pour la suggestion de ce si complexe sujet, Sarvenaz. Cela fait des années que j'hésite de l'évoquer publiquement, à cause de l'extrême délicatesse du sujet vis-à-vis des personnes avec qui je travaille et leurs familles. Mais puisque je tiens un séminaire depuis longtemps pour les professionnels des soins palliatifs, à plusieurs reprises on m'a demandé d'en parler à un public plus large. Et donc, après avoir sollicité l'accord de toutes les personnes qui pourraient se sentir concernées, nous avons décidé d'enregistrer ces quelques fragments. En toute et maximale humilité, et sans prétention aucune. Comme vous savez, toute analyse commence par la demande. C'est la raison suffisante pour se lancer dans la recherche. Épicure disait très justement qu'il est absurde de craindre sa propre mort, car on ne se croisera jamais. Quand on est là, il n'y est pas, et quand elle viendra, on n'y sera plus. Donc, comme l'exercice analytique concerne toujours la vie, nous faisons en sorte d'inviter la mort pour pouvoir dialoguer avec elle. Souvent, c'est une interlocutrice passionnante. Que nous apprend la mort? D'abord, sa nature éphémère. Puisqu'elle ne possède pas d'attributs qui la lient aux manifestations de la vie, on ne peut la situer que dans le réel. Ainsi, elle nous apprend la différence entre ces deux catégories. La vie et la réalité sont deux choses différentes. Absolument. La vie, dans le sens bios, se situe dans notre conscience par rapport à nos connaissances préalables et nos perceptions souvent influencées par elles. Le monde minéral, par exemple, n'a pas de propriété de la division cellulaire. Or, dans les réalités spirituelles et esthétiques japonaises, une pierre est dotée d'une présence bien vivante. Faut-il donc apprendre à percevoir? Mais alors, n'est-il pas nécessaire que votre analysant dispose d'une durée de travail certaine, aussi bien qu'une bonne lucidité pour entendre cet raisonnement? L'imagination sera plus sollicitée que la lucidité. Je vais vous raconter une histoire, triste et lumineuse, pour l'illustrer. J'ai suivi cette petite fille de 4 ans pendant quelques mois jusqu'à son décès. La veille de sa mort, elle a demandé à ses parents de me laisser seule avec elle. « Pour que tu me dises vrai », a-t-elle dit. Et puis il continue. « Je crois que je vais bientôt partir. » Je réponds. « Oui, peut-être. » Et alors elle me demande. « Et je vais partir où ?» Sans peur ni espoir, juste la curiosité. Et alors je me suis accrochée à ce sentiment, car je suis persuadée que non l'espoir, mais la curiosité nous rend vivants. On ne peut espérer que ce qu'on connaît déjà, tandis que la curiosité nous guide vers d'autres univers. Et donc je lui pose une question. Dis-moi, avant d'être là, où étais-tu ? Elle réfléchit et répond pleine d'alacrité, fière d'elle. Dans le ventre de ma maman. Je dis, tout à fait, avec encouragement, comme si on était en classe. Et avant d'être dans le ventre de ta maman, tu étais où ? Elle est absorbée par la réflexion et puis me répond, je ne sais pas. Je poursuis avec un sourire espiègle. Mais tu es d'accord que tu étais bien quelque part. Tout naturellement, elle me dit, oui, bien sûr. C'est ce que j'espérais. Alors tout doucement, comme un secret, je lui confie. C'est là-bas que tu vas partir.
et je ne saurais pas vous décrire la joie qui a illuminé son visage. Quelle belle histoire. Belle histoire de la mort. En poursuivant notre conversation sur la fin de vie, êtes-vous d'accord avec le terme? Je préfère parler de la transformation de la vie, ce que nous propose son étymologie, entre les formes. Aussi bien pour les croyants que pour les pragmatiques les plus radicales. Au fond, la frontière est fluctuante. Vraiment? Imaginons, vous êtes persuadé que la mort est la fin de toute chose. Définissons fin. Ne serait-il pas possible uniquement par rapport au début? La composition du corps humain porte les traces des innombrables transformations qu'a vécu notre univers, dont ce corps fait partie, même si la disparition totale était possible, dans quel cas l'on braverait la loi de la conservation d'énergie. Logiquement, son processus devrait prendre autant de durée que celle de toutes les métamorphoses que notre être traversait jusque-là, non? Oui, c'est difficile à contester, mais au fond, notre angoisse de la mort est surtout basée sur la crainte de ne plus être là, ne plus participer, entendre, voir. Autant s'y préparer. Dans sa magnifique nouvelle Jardin des sentiers qui bifurquent, Borges donne un conseil à celui qui s'apprête à exécuter un terrible projet. Il l'invite à imaginer l'avoir déjà accompli, afin que l'avenir devienne aussi irréfutable que le passé. Je crois que l'exercice d'imaginer le monde sans nous peut s'avérer non seulement utile et inspirant, mais très instructif. Et les croyants? Encore une fois, je crois, si que pour l'usage du mot, qu'il n'y a pas de si grande différence. Nous sommes tous croyants en quelque chose. Que le progrès de la science ne soit plus destructeur, que nos enfants connaissent le monde davantage inspiré par la diversité des formes de vie, que la curiosité prime sur les dogmes. Certains d'entre nous appelleront cela Dieu, certains nature. Il y aura toujours ceux pour qui, comme vous savez, ça revient au même.